La vérité, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe de première, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie, wesh. Je me serais chié dessus. Hein, létal. Je m'en vais chercher, toi t'es complètement perché. L'archi, tu ne fais que chasser, tu finiras assoiffé. Hein, tu vas le regretter, tu finiras avec le porte-monnaie vite et les bêtises vite. Entre le proche, tu dis je sais. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui la team, on est sur une vidéo de Melvin, ne lui vendez jamais ça, un petit thread d'horreur l'équipe. Voilà, est-ce qu'on a besoin de perdre plus de temps à bavarder ici? Non, je ne pense pas, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go la famille. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Vous êtes extrêmement nombreux à participer au concours sur Instagram. Je vous rappelle, vous pouvez gagner 20 fois 50 € sur Amazon. Je me réjouis de faire le tirage au sort, sauf erreur, c'est le 7 décembre si je dis pas de bêtises. À vérifier dans la description du post, mais il me semble que c'est ça. Si toi aussi tu veux participer, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en description. Et voilà, je peux que te souhaiter bonne chance. On va faire un truc, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnées, je vous invite maintenant à faire pause sur la vidéo, à cliquer sur le bouton s'abonner et dites-vous qu'en faisant ça, vous m'aidez énormément. C'est déjà fait my G. Et pour vous, c'est plutôt cool, vous verrez à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne, comme ça, vous n'en loupez absolument aucune. Voilà, petit instant promo terminé, je vous invite à éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Lorraine. Lorraine, c'est une fille de 18 ans qui a toujours rêvé de faire du cinéma depuis qu'elle est gamine. Pendant son temps libre, elle regarde des making-of toute la journée. Carrément, elle connaît des scènes par cœur et elle s'imagine elle-même jouer, alors qu'en ce moment, elle est simplement en train de ranger sa chambre. Donc vous l'aurez compris, l'acting, c'est vraiment sa passion depuis toujours. Sa famille, elle trouve ça mignon, ils rigolent parfois un petit peu parce qu'elle parle de passer des auditions pour avoir des premiers rôles dans des grosses productions alors qu'elle n'a même pas encore commencé une école de théâtre. Mais par contre, Les gars, bon, je sais pas pour les familles des autres, hein, mais quand t'as des rêves comme ça, c'est très rare qu'on te prenne au sérieux en fait. Parce que c'est tellement vu comme quelque chose d'inatteignable. Tu vois, c'est rare que quand tu parles d'ambition comme ça, qu'on te prenne réellement au sérieux. C'est. En tout cas, moi, je sais que dans ma famille, j'aurais commencé à parler comme ça, mais on m'aurait tellement regardé en bizarre, les gars. Mais franchement, vous dites pas que. C'est vraiment pas le sujet de la vidéo, hein. Mais vous dites pas que quand vous allez vous lancer dans quelque chose, que vos proches seront vos premiers. Vos premiers. Comment on dit déjà? Les premiers gens à vous soutenir en fait. Loin de là. Loin de là. Ok? Des fois, ça peut être vos premiers haters, dans la vérité. Donc, quand c'est comme ça, la team, juste. Faut pas lâcher, wesh, faut pas lâcher. Lorraine, ça ne la décourage pas du tout, au contraire, ça la motive énormément. D'ailleurs, elle s'est récemment inscrite à des ateliers d'acting, elle bosse vraiment dur, pour ça, elle y passe tout son temps libre, parce que c'est beaucoup plus qu'un rêve, c'est carrément une vie qu'elle veut faire là-dedans. Du coup, un matin, lorsqu'elle est en train de regarder son téléphone avant d'aller en cours, elle tombe sur une annonce de casting qui lui paraît très pro, dans le sens la description est très claire, il y a des infos très précises, et visiblement, ça parle d'un court-métrage qui est indépendant et qui cherche des débutants très motivés pour un nouveau projet. L'annonce dit qu'il recherche des profils naturels, il n'y a pas besoin d'expérience, il faut simplement être sincère et disponible pour faire un essai devant la caméra. Lorraine, c'est exactement ce qu'elle attend depuis des mois, c'est-à-dire un truc accessible, un truc où il faut simplement de l'envie sans avoir fait de grandes écoles de théâtre ou je ne sais quoi. Ok. Et elle... C'est le moment de la théorie, la team. Je pense qu'elle va tomber sur un projet très bizarre, avec des gens qui sont à la tête, qui sont encore plus bizarres. En gros, elle va passer une sorte d'audition. On va l'accepter. Sans même qu'elle puisse dire un mot, tu vois. Ça va être super facile. Elle va arriver sur place et elle va se rendre compte de la supercherie. Regardez seulement. Ça lui permet d'être à l'aise, de pas se sentir ridicule. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remplit le formulaire de contact, elle met son prénom, son âge, une petite phrase pour montrer sa motivation, et elle clique sur envoyer en se réjouissant déjà d'avoir la réponse. Cette réponse, elle arrive dès le lendemain par mail, elle l'ouvre et là, elle est beaucoup trop contente parce qu'elle a été retenue pour un premier rendez-vous, un essai simple de 20 minutes dans un bâtiment et il aura lieu ce week-end. Donc forcément, elle saute sur l'occasion. Le samedi arrive et Lorraine, elle se prépare comme si elle allait déjà tourner un film. Elle s'habille normalement, rien de surjoué, elle se maquille légèrement, elle répète quelques phrases dans sa tête et ses parents, ils savent vaguement où elle va. Ils lui souhaitent
Bonne chance, sa mère lui demande quand même l'adresse exacte au cas où il devait arriver quelque chose. Mais Lorraine, malheureusement, elle est tellement dans l'euphorie qu'elle oublie de lui donner l'adresse avant de partir. Elle va prendre le bus, elle arrive devant le bâtiment, c'est une sorte d'immeuble avec des bureaux relativement classiques. Donc elle entre, elle suit les panneaux, elle voit sur une feuille qu'il est imprimé... En fait là, comme il a parlé d'adresse, je sens que les dingueries vont se passer directement dans les 20 minutes d'audition en fait. Et ça c'est une dinguerie. Du style casting salle 3, et ça la rassure encore plus parce qu'elle se dit ok, c'est organisé, c'est pas un truc organisé à la zeub, probablement qu'il y a d'autres candidats parce que le chemin est vraiment bien indiqué, donc c'est safe. Est-ce que l'instinct de survie de Lorraine est proche de zéro ? On s'en rapproche. Notre amie, elle traverse un couloir, elle ouvre une porte, et là, elle tombe sur un homme d'une trentaine d'années qui est relativement propre. Il a une belle chemise, il est bien coiffé. C'est le genre de gars qui est pas du tout intimidant et il est très poli, très calme. Donc, ça la rassure. En plus de ça, le mec lui sourit, il lui dit bonjour et il lui demande si elle a trouvé facilement. Donc très vite, Lorraine, elle se sent à l'aise. Elle se détend, c'est le premier casting qu'elle fait, donc forcément, il y a du stress, mais elle sait aussi qu'il y aura beaucoup d'autres castings dans sa vie, donc il faut qu'elle s'y habitue. Le type lui donne un formulaire à remplir et là elle voit qu'on lui demande absolument tout, que ce soit son adresse, son numéro de téléphone, des contacts d'urgence, des informations très personnelles et même son numéro de sécurité sociale. Sur le moment, ça la surprend un petit peu, mais elle se dit que c'est peut-être normal, que vu qu'elle va probablement signer des gros contrats... Ça va lui vendre ses organes les gars. Il faut avoir ces infos, mais en même temps, pour elle, ça reste une supposition, parce que comme je vous le rappelle, elle n'a aucune expérience, donc elle ne sait tout simplement pas ce qui est logique ou pas. Mais pour elle, ça lui paraît normal, parce que ce gars, il a l'air très professionnel, très gentil, il est pas bizarre, donc elle ne se pose pas plus de questions que ça. Elle remplit tout, elle rend la feuille. Vous savez que la plupart des psychopathes dans les histoires comme ça, c'est en mode à la fin... Quand on le chope, les gens qui le connaissaient disent bah, on n'aurait jamais imaginé qu'il serait comme ça, c'est là. En fait, il faut se méfier des gens qui ont rien à se reprocher. En mode qui renvoient cette vibe de ils sont pas bizarres. Parce que souvent, c'est eux les plus bizarres. Juste, ils cachent bien leur jeu, les gars. Tu vois ? Et le mec lui dit de la suivre pour aller dans la salle d'essai. Il l'emmène dans une pièce complètement vide où il y a simplement une chaise dans un coin. Il y a un trépied avec une petite caméra plutôt pourri qui est posé dessus. Sur le moment, elle trouve ça un peu étrange, mais elle se dit que peut-être c'est un truc indépendant en mode vite fait, qu'ils n'ont pas mis un budget incroyable dans cette production, et que, après tout, l'essai caméra, ça sert juste à voir sa façon de bouger, de parler, de s'exprimer, c'est pas pour faire un film d'une qualité cinéma. Bref, elle pose son sac sur la chaise, elle se place face à la caméra et elle écoute ce que le mec lui demande de faire. L'homme lui dit que d'abord elle doit marcher, ensuite faire comme si elle courait et réagir comme si une menace s'approchait. Donc vous l'aurez compris, faire la tête qu'il y a sur mes miniatures serait d'horreur. Là, elle doit vraiment s'exprimer avec de la peur, de la surprise et même de l'urgence. Donc, vous allez me dire, c'est pas simple pour une débutante qui n'a jamais pris de cours de théâtre. Mais bon, Lorraine, vous la connaissez, elle joue le jeu, elle fait ce qu'on lui dit de faire, elle court un peu, elle essaye d'incarner la peur, elle joue la surprise en même temps en essayant d'être crédible, mais son contexte, on est d'accord, c'est un peu dur et surtout un petit peu malaisant. Le mec ne lui dit pas du tout dans quelle situation elle doit se trouver, il reste très vague et il lui dit écoute, fais comme si tu avais peur, comme si tu étais pressé, et Lorraine, c'est ce qu'elle fait. Pendant quelques minutes, tout ressemble à un vrai essai, même si l'ambiance est un petit peu malaisante et même un petit peu étrange. Et c'est là que le premier red flag arrive. Lorraine entend le clic de la porte qui se situe derrière elle. Elle fait son truc devant la caméra, du coup, elle se retourne et elle voit que le mec qui est avec elle dans la salle vient de verrouiller la salle à clé. Le gars, il voit bien que Lorraine, elle a remarqué, donc il lui lance un petit sourire en disant simplement que c'est juste pour ne pas être dérangé et que comme c'est le week-end, il y a beaucoup de passages dans le couloir, donc... Fuis. Non, faut fuir. C'est le moment de fuir, Lorraine. Là, en fait, souvent dans ces histoires-là, ils essayent d'avoir le bon soupçon. Tu vois, ils essaient d'avoir le bon soupçon. T'as vu, nous, on a le contexte, on a cliqué sur une vidéo thread d'horreur. On sait que c'est malsain ce qui se passe dans sa tête au monsieur. Tu vois ? Mais franchement, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, vous connaissez pas la personne, vous enfermez dans une pièce, il y a son père. Franchement, si elle avait dit qu'en plus, dans le bâtiment, quand elle était rentrée, il y avait encore personne. Genre, personne, elle avait vu personne, les gars. J'aurais fui. Il n'y a pas de réflexion à se faire de « Ah, mais peut-être que non ». C'est le moment de fuir. Autant être tranquille. Donc bon, pour Lorraine, ça lui paraît logique. Mais quand il lui dit ça, elle a l'impression que le ton du mec est beaucoup plus sec et plus autoritaire qu'avant, sans qu'elle arrive vraiment à définir pourquoi. Et elle se rend compte qu'elle se trouve dans une pièce totalement vide, avec une vieille caméra, un inconnu et une putain de porte qui est fermée à clé. Elle se dit donc...
que c'est pas si rassurant que ça. Lorraine reste là, au milieu de la pièce, et elle capte directement que le mec n'a plus du tout la même attitude que tout à l'heure. Ce n'est pas un détail subtil, c'est vraiment un changement radical. Il bouge moins, il parle moins, et ce qu'il dit sonne beaucoup plus froid et beaucoup plus direct qu'avant. Avant, Lorraine, elle nous explique qu'il lui demandait gentiment les choses, il la faisait rire, il détendait l'ambiance, il la mettait à l'aise, mais là, il veut qu'elle fasse exactement ce qu'il lui dit sans poser de questions, comme si le mec c'était le plus grand réalisateur de tous les temps. L'homme s'approche pour ajuster la caméra, et Lorraine, elle remarque directement qu'il la regarde différemment. Et c'est pas comme quelqu'un qui observe un jeu, mais comme quelqu'un qui observe comment elle réagit. Et ça, à Lorraine, ça lui fait monter une vague de panique qu'elle essaye de cacher pour pas lui montrer que quelque chose cloche et qu'elle commence à flipper, à se poser des questions. Au même moment, le mec se met à lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec le casting. Genre, il lui demande si elle vit seule, si quelqu'un est au courant qu'elle est venue à ce casting, ou même si Faut fuir, il faut fuir. S'il te plaît, fuis, wesh. quelqu'un doit venir la chercher après. Il lui pose ses questions calmement, mais Moi, dans ma stratégie, c'est j'habite pas tout seul. Oui, quelqu'un sait que je suis là, plusieurs personnes d'ailleurs. Je leur ai donné l'adresse, même si j'ai oublié de donner l'adresse. Je leur ai donné l'adresse, ils ont ma localisation. Ils sont censés venir me chercher après les 20 minutes de ceci, cela là. Ok? C'est ça que j'aurais dit, sans broncher. avec un calme très rassurant, plutôt un calme bizarre, comme si les réponses étaient importantes pour lui et pas pour l'organisation du casting. Du coup, vu qu'elle se méfie un peu, elle invente vite fait une excuse, elle dit que sa mère doit venir la récupérer, elle invente un truc qui sonne vaguement crédible, juste pour que ça lui donne l'impression qu'elle est venue seule sans prévenir personne. Et malheureusement, c'est le cas. Je vous rappelle, elle est venue, elle n'a même pas donné l'adresse à sa mère. Donc, bah voilà, c'est pas ouf comme situation. À un moment, le mec lui dit « Ah oui, ta mère doit savoir où on est, étant donné que c'est elle qui t'a accompagné tout à l'heure. » Là, Lorraine dit « Oui, elle sait exactement où c'est, elle m'a déposé juste devant. » Sauf que le mec perd un petit peu le sourire qu'il avait, il se redresse, il marche dans sa direction très lentement, et il lui balance comme ça « Lorraine, tu me prends un petit peu pour un con, non ?» punaise. Oh, punaise. Il l'a regardé par la fenêtre quand elle venait. Il l'a regardé par la fenêtre quand elle venait, ça veut dire... Parce qu'en fait, quand il a posé la question de... Ah, c'est justement, c'est ta mère qui t'a déposé ici. Là, je savais qu'il savait. Là, en fait, faut pas la jouer... Je dis non. Faut que ton mensonge soit crédible. Parce que là, s'il sait que tu mens... En fait, il sait qu'il peut jouer avec toi, tu vois. Punaise, ça, c'est psychopathe, wesh. Il va dire, ouais, tu me prends pour un fou, tu me prends pour un teubé. Il va dire, je sais que t'es venu toute seule, je sais. Et là, c'est la merde, là. Amie, elle est gênée, elle essaye de dire « Bah non, pas du tout. Elle m'a accompagné, c'est pour ça que je suis arrivé en avance. » Le gars lui répond et il lui dit « Écoute-moi bien, si tu veux que je sois gentil avec toi, il va falloir qu'on se fasse confiance tous les deux. Et là, je sais que tu es en train de me mentir parce que je t'ai vu sortir du bus. » Notre amie reste complètement figée. À ce moment-là, elle se sent extrêmement bête d'avoir menti et elle a l'impression d'avoir déclenché une colère monstrueuse en lui. Et puis comment ça, le mec lui dit « Si tu veux que je sois gentil avec toi, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est des menaces ?» Là, on est d'accord, le mec, il a clairement l'intention de lui faire du mal. Et ça, Lorraine, elle le capte instantanément. Elle n'ose plus rien dire, elle n'ose même pas bouger. Et il lui dit que si elle veut vraiment ce rôle, elle a intérêt à faire ce qu'il lui dit. Donc, elle continue à faire tout ce qu'il demande, mais ce n'est plus du tout pour le casting. Son seul but à elle, ce n'est pas d'obtenir un rôle, parce que déjà, il n'y en a pas. C'est simplement de gagner du temps, parce qu'elle comprend qu'il faut qu'elle se barre d'ici, et rapidement. Donc, plus elle va gagner du temps, plus elle va réussir. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a les clés sur la porte? Parce que s'il a fermé la porte à clé et qu'il a les clés avec lui, ça c'est hardcore. Tu vois, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Est-ce qu'elle a son téléphone sur elle? C'est chaud. À le distraire et à un moment elle pourra peut-être se barrer en courant ou peut-être que sa mère va retrouver sa localisation par je ne sais quel hasard. À un moment, le mec réajuste la caméra, il lui dit de s'éloigner un petit peu pour qu'on la voie en entier et elle joue. Elle marche, elle imite la peur, mais tout ce qu'elle fait, c'est calculer, parce qu'à chaque fois, elle essaye de se rapprocher un tout petit peu de la porte pour trouver une solution et se barrer le plus vite possible. Lui, de son côté, il n'a pas capté, il continue comme si de rien n'était. Il lui dit de refaire encore la scène, de remarcher, de faire comme si elle avait peur. Il insiste vraiment pour qu'elle y mette vraiment... de faire comme si elle avait peur. La gueule, elle a vraiment peur, hein. Des vraies émotions. Et à chaque fois, sa voix devient plus dure et ça la met extrêmement mal à l'aise. Notre amie coopère, elle fait des petits mouvements pour se repositionner dans le
cadre, mais elle se rapproche de la porte centimètre par centimètre en jouant la fille appliquée qui écoute les consignes, simplement pour ne pas qu'il s'énerve. Lorraine est devant la caméra et le mec lui dit que c'est ok pour cette prise et qu'on va en faire une autre. Cette fois-ci, il lui dit qu'il va la mettre dans une vraie situation, comme ça va l'aider à être beaucoup plus naturel. Et là, il lui dit un truc horrible que notre ami ne va jamais oublier. Il lui dit « Maintenant Lorraine, imagine, tu es dans cette pièce, enfermée avec moi, et tu ne ressortiras jamais vivante d'ici. » Lorraine, elle le regarde en mode qu'est-ce que t'as dit? Et il lui répète qu'elle doit lui montrer son émotion s'il lui disait qu'elle était enfermée ici et qu'elle ne reverrait plus jamais la lumière du jour. Elle est complètement paralysée, elle ne bouge plus et des toutes petites larmes commencent à tomber sur son visage. Là, le mec est hyper satisfait, il lui dit voilà, ça c'est une vraie émotion, c'est pas de la comédie parce que tu sais que c'est la vérité. Le mec, en voyant que Lorraine reste figée par la peur, il se met à corriger le cadrage, il se concentre sur l'écran et pendant qu'il fait ça, il arrête de la regarder parce qu'il met ses deux mains sur le trépied pour le stabiliser. La vérité, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe de première, les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie, wesh. Je me serais chié dessus. Il se penche un peu pour mieux voir l'écran et c'est là que Lorraine voit l'ouverture parfaite. Ce mec a le regard complètement fixé sur le petit écran, il ne fait plus attention à elle, il est persuadé qu'elle reste derrière en attendant les consignes, donc elle se met à courir en direction de la porte, elle pose sa main sur la clé et elle la tourne pour se barrer de là. Le mec s'en rend compte, donc il lui court après, Lorraine ne réfléchit plus du tout, elle court dans le couloir le plus vite possible, elle descend les escaliers à toute allure, elle manque de se péter la gueule 2 ou 3 fois, vraiment elle a de la chance de pas tomber, mais elle continue, elle pense juste à sortir de cet immeuble sans se faire rattraper par ce fou furieux. La jeune fille sort du bâtiment, elle tremble de partout, elle a énormément de peine à reprendre son souffle, elle sort son téléphone et elle appelle la police, tout en continuant de courir. Elle leur donne son prénom, son nom de famille, l'adresse, et elle raconte ce qui s'est passé de façon très rapide, au point où l'opérateur qui est derrière, donc le policier, lui dit « Écoutez, j'ai pas compris ». Il faut répéter. À un moment, dans une ruelle, elle se colle contre un mur. Au loin, elle regarde l'entrée de l'immeuble. Et elle, à tout moment, elle s'attend à voir la porte s'ouvrir, le gars sortir de là pour pouvoir la chercher. Mais heureusement, pour l'instant, il n'y a personne. Alors, elle reste là, sans bouger, en tenant son téléphone contre son oreille. Comme ça, elle est toujours en ligne avec le policier. Celui-ci lui dit « Écoutez Lorraine, ne bougez pas, restez où vous êtes, cachez-vous, ne faites pas de bruit. Et moi, j'envoie immédiatement une patrouille. » Lorraine reste collée contre le mur pendant quelques minutes. Évidemment, ça lui semble être une éternité. Et très vite, la police arrive. Il y a 2 voitures qui se garent juste devant elle, et lorsqu'elle voit les policiers sortir des 2 voitures, elle fond en larmes. Un d'entre eux s'approche doucement de Lorraine, il lui parle calmement et lui demande ce qui s'est passé, et elle le raconte tout. Le policier note chaque détail, un autre appelle du renfort, et il lui demande ensuite de rester dehors pendant qu'il monte à l'étage pour voir ce qui se passe. Elle voit les policiers qui entrent dans le bâtiment, elle sait très bien que s'il est encore là, ils vont forcément le trouver, et quelques minutes plus tard, elle voit un policier qui ressort en disant que l'homme s'est échappé, et que malheureusement, il n'est plus là. Donc, ils font monter Lorraine avec eux pour vérifier qu'ils parlent bien de la même salle. Ils ouvrent la pièce, ils mettent des gants et elle leur dit tout de suite que c'est bel et bien cet endroit où elle était il y a quelques minutes. Et en s'approchant un peu plus, le policier remarque que la caméra tourne encore. Alors, il stoppe l'enregistrement. Il va à la première minute et c'est là qu'on voit l'homme qui est en train d'allumer la caméra. Quelques secondes plus tard, on voit Lorraine qui entre dans la pièce et qui tourne sa pseudo-pièce de théâtre. Et en regardant l'enregistrement, les policiers voient un détail que Lorraine ne semble pas avoir aperçu au tout début. Sur la veste de l'homme, il y a un badge avec écrit « Agent d'entretien dans le bâtiment C9 » et les policiers se regardent parce qu'ils semblent avoir compris quelque chose. Effectivement, ce n'est pas du tout un lieu pour des productions, il n'y a pas d'équipe, pas de bureau réservé, ça a simplement l'air d'être un mec qui connaissait le coin, qui savait que le week-end les locaux étaient complètement vides et qui s'en servait pour attirer des personnes pour un pseudo-casting. Lorsqu'ils comprennent ça, les policiers emmènent Lorraine au commissariat pour qu'elle explique tout clairement et en chemin, elle reçoit un message. Quand elle l'ouvre, elle comprend que c'est ce mec, c'est le gars du casting qui vient de lui écrire, parce que je vous le rappelle, sur sa feuille de renseignement, elle a renseigné son numéro. Lorraine lit le message et c'est un long truc où il lui reproche d'être partie sans prévenir, où il lui dit qu'elle aurait dû lui faire confiance, qu'elle ne deviendra jamais comédienne avec ce genre de comportement. Et le problème, c'est que ce message, il est rempli de menaces. À un moment, il lui dit par exemple, si tu me dénonces à la police, je sais exactement où tu habites. Et évidemment, Lorraine, elle flippe. Donc elle montre le message aux policiers. Ils lui disent de ne surtout rien répondre, de garder le téléphone comme preuve et de rester avec eux jusqu'à qu'ils aient retrouvé l'homme. C'est seulement maintenant que Lorraine, elle réalise l'ampleur de ce qui aurait pu arriver si elle avait décidé de rester et de faire confiance à ce mec. Dans la voiture des policiers, Lorraine envoie un message à sa mère pour lui dire de venir la rejoindre au poste et que visiblement,
c'est très urgent. Au commissariat, elle répète tout en boucle à un officier. Elle raconte comment elle a trouvé l'annonce, comment tout lui paraissait normal au début. Et ce qui est bien, c'est que le numéro de téléphone et le badge qu'ils ont vu sur la vidéo, eh bien ça permet aux policiers de pouvoir fouiller un petit peu les entreprises qui se situent aux alentours pour voir s'il y a un employé qui correspondrait éventuellement à lui. Lorraine, elle reste dans une salle d'attente avec une couverture sur les épaules en étant complètement vidée de toute émotion. Quelques minutes plus tard, sa mère arrive au commissariat en étant abasourdie par ce qu'elle a entendu. Et quelques heures plus tard, un des officiers s'approche d'elle pour leur expliquer que voilà, apparemment, ils ont identifié cet homme et qu'ils ont carrément pu l'arrêter parce que ce con, il est retourné dans un autre immeuble, donc là où il travaillait vraiment. Il s'est posé à la cafétéria en train de discuter avec 2 autres personnes et qu'en fait il s'est grillé parce qu'il a parlé de ça à une des 2 personnes et il y en a une qui s'est dit mais attends c'est bizarre ce qu'il nous raconte, je vais quand même peut-être contacter la police parce qu'apparemment il se vantait d'avoir enfermé une jeune fille, donc il s'est grillé. Mais attends, il est débile pour de vrai genre. Wesh. Absolument tout seul. Quand ils l'ont interpellé et qu'ils l'ont fouillé, ils ont évidemment trouvé la feuille de Lorraine avec toutes ces informations. Il y a d'autres fiches qui concernent d'autres personnes, et le policier il essaye de pas tout dire à Lorraine et sa mère pour pas les inquiéter, mais visiblement, ce mec, il en est pas à son coup d'essai. Le soir même, très tard, Lorraine et sa mère rentrent chez elle, et vous imaginez bien que la petite famille n'en a pas dormi de toute la nuit. Le lendemain, la police rappelle la mère de Lorraine pour lui dire que ce gars a été placé en garde à vue, qu'ils ont toutes les preuves contre lui, et que probablement, il n'est pas prêt de ressortir. Ce qu'il conseille de faire, c'est de changer le numéro, de peut-être même changer d'adresse et surtout de rester prudente avec les annonces en ligne à l'avenir. La mère remercie du fond du cœur le policier de toute son aide, d'avoir mis la main sur ce mec qui aurait pu probablement kidnapper sa fille ou même lui ôter la vie. Elle monte dans la chambre de Lorraine et elle lui explique que voilà, maintenant les annonces en ligne, c'est terminé, que si vraiment elle veut faire du casting, ses parents l'aideront, mais que c'est hors de question qu'elle se rende dans un lieu qu'elle ne connaît pas, avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, dans un but qu'on ne connaît pas trop. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Perso, j'ai trouvé intéressante, donc si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est dingue, hein, parce qu'en gros, le frérot là, enfin le frérot, le fou furieux là, dans l'histoire, il a pris avantage du rêve d'une personne, tu vois, et c'est extrêmement malsain. T'as quelqu'un qui est là, qui a envie de faire, du coup, de devenir actrice, tu vois. Elle est là, elle a plein d'étoiles dans les yeux et tout, elle s'imagine que voilà, c'est le début de quelque chose d'énorme tu sais, c'est le début peut-être d'une carrière, tu vois. Et t'es là, tu lui brises ses rêves, entre guillemets, tu peux même briser la personne en elle-même, tu vois, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, ce mec, j'espère, il ressort jamais, ouais. J'espère qu'il prend perpète. C'est un fou furieux, wesh. Non. Punaise. Abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous propose de reprendre une petite boisson, et on est parti pour l'autre histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Yannick. Yannick, c'est un gars de 26 ans qui bosse en pharmacie depuis plusieurs années et il nous raconte qu'il a fait une première année de médecine et ensuite il s'est spécialisé pour être pharmacien parce que, tout simplement, c'est son rêve depuis qu'il est tout petit. Lui, il a toujours su qu'il voulait soigner les gens, mais pas en étant médecin parce qu'en fait, il ne se sentait pas capable de l'être. Alors, il a décidé de bifurquer et de devenir pharmacien et ça lui convient parfaitement. Si jamais vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, eh bien, oubliez tout de suite cette idée parce qu'on est capable de beaucoup de choses. Il faut simplement se convaincre et juste croire en soi. Yannick, il a toujours aimé les métiers où tu bouges, où tu parles aux gens et où tu sens que ta journée va passer extrêmement vite. En gros, le mettre dans un bureau et faire des tâches très répétitives à longueur de journée, c'est pas pour lui. Yannick, il a une petite amie depuis quelques années et apparemment, il l'a rencontrée pendant ses études en pharmacie et entre les deux, c'est absolument merveilleux. Malheureusement, elle n'a pas continué dans cette voie, elle a trouvé ça un petit peu trop intense et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un truc rien à voir, elle a fait sa propre entreprise et cette situation leur convient parfaitement aux deux. Yannick et sa copine, ils s'entendent extrêmement bien les deux, ils vivent même ensemble dans un petit appartement pas trop loin de la pharmacie où travaille Yannick. Donc pour lui, c'est plutôt cool pour se rendre au travail. Cette pharmacie, elle est dans une rue qui est assez fréquentée, c'est là où les gens entrent et sortent sans arrêt. Donc il voit passer à peu près de tout, que ce soit des personnes pressées, des personnes un petit peu plus âgées qui prennent bien leur temps, des étudiants qui débarquent au dernier moment pour acheter un truc juste avant la fermeture. Donc Yannick, il commence à être habitué, il commence à connaître les personnes et généralement, le matin, lorsqu'il arrive, il sait à peu près comment sa journée va se dérouler. Notre ami, il s'entend extrêmement bien avec ses collègues, ils sont tous super sympas et d'ailleurs, la plupart, ils sont plus âgés que lui. Il y en a un seul qu'il kiffe pas trop, mais bon, c'est pas trop grave, il se voit pas beaucoup. Alors, il arrive à passer au-dessus de tout ça, à en faire abstraction et à vivre sa petite vie. Il nous explique que dans son taf, il fait souvent les mêmes horaires, c'est-à-dire qu'il fait toujours l'après-midi jusqu'à la fermeture. Et à force de faire ces mêmes horaires, il a pris l'habitude de reconnaître les clients réguliers. Et justement, un jour, en plein milieu d'après-midi, Yannick remarque un mec. Et ce gars, il ne l'a jamais vu auparavant. Il nous le décrit comme un gars étant assez banal, plutôt grand, qui a à peu près 30 ans. Et visiblement, il porte un jeans bleu, un sweat à capuche noire. Donc rien de spécial, vous allez me dire.
Sauf qu'il a une façon de regarder autour de lui comme s'il voulait absolument croiser le regard de personne. Donc visuellement, il n'est pas bizarre. Ça, tu mais vois, ça, je reconnais. Ça, c'est quand tu vas acheter des préservatifs. Après, voilà. Je dis pas que j'ai jamais fait ça, moi. J'ai jamais fait ça. Mais non, blague à part, hein. Blague à part. Moi, je suis pas dans celle-là. Mais je me suis toujours posé la question. Comment? Parce que, en fait, ici à Mayotte, les gens sont graves dans le jugement. Les gens sont graves dans le jugement. En fait, tu sais que dehors, ça. Voilà, ça dort, tu vois. Tu sais, tout le monde sait. Mais ils sont tous dans le jugement, tu vois. En fait, ils font tous genre que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. La plupart, hein, pour la plupart, ils font tous les saintes mitouches, les tout ça, là. Les garçons, bon, pas trop. Mais au niveau des meufs, c'est vraiment en mode de ouais, non. Ah non, tu vois. Au niveau des meufs, c'est grave ça. Ça veut dire, au moins un bouc qui est comme ça dans la pharmacie, c'est que soit il est en train de voler, soit il va s'acheter des sachets, tu vois ou pas. Non, c'est une dinguerie. Tu vois, moi, si. Parce que, tu sais, même t'es marié, tu vois. Moi, je sais pas comment je vais à la pharmacie ou au supermarché m'acheter des préservatifs. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Genre là, les gens, ils vont savoir que... Non, jamais, wesh. Jamais. Moi, faut que mes parents, ils pensent que je sois puceau jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, les gars, wesh. Et sa manière d'être, elle l'est légèrement. Cet homme, lorsqu'il rentre dans la pharmacie, il s'avance vers le comptoir où se trouve Yannick et il lui demande des choses très précises comme des compresses, du désinfectant, des pansements et une bande. Yannick, lui, il a tué quelqu'un. Punaise! Attends. Précise comme des compresses, du désinfectant, des pansements et une bande. Yannick, le frérot, il a littéralement, en fait, il a dû blesser quelqu'un parce que lui, il a pas l'air blessé. Il a dû blesser quelqu'un peut-être qui est séquestré quelque part chez lui. Je suis en train de vous donner ma théorie. Il a dû blesser quelqu'un qui est peut-être séquestré chez lui. Quand il a fait sa dinguerie, ou peut-être la personne s'est blessée elle-même, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est blessé à côté de lui. La personne, elle s'est fait cette dinguerie. Il est parti guetter sur Google comment on truc une blessure, je sais pas quoi. Et il a sorti la liste complète et il est parti à la pharmacie, il a demandé tout ça. Il est suspect, ce type. Veut servir son client, du coup il va chercher ce qu'il lui faut. Il lui emballe tout ça dans un petit sac et il lui annonce le prix. Au moment où il entend ça, le mec il lève limite la tête comme s'il ne voulait pas être reconnu. Il paye et il ne dit même pas merci, ni au revoir, et il se barre aussi vite qu'il est arrivé. Yannick trouve son comportement assez étrange, mais bon, des gens chelous, il envoie à l'appel. Donc il n'y pense plus trop et il reprend sa journée comme si de rien n'était. Il range des boîtes, il sert d'autres clients, parfois il fait un petit rapport, et il nous raconte que le lendemain, le même gars revient exactement à la même heure et il achète les mêmes produits à l'identique. Là encore, Yannick ne se dit pas que c'est chelou, il se dit simplement que le mec doit avoir une blessure qui traîne ou un truc qui ne veut pas se soigner, ou encore qui cicatrise mal, et ça arrive. Donc, une fois que le mec est devant lui au comptoir, il lui demande un peu de façon mécanique si ça va mieux, parce que c'est quand même un peu son métier de savoir si les gens vont bien. Et surtout, s'ils arrivent à se soigner correctement. Au moment où il lui dit ça, le mec marmonne un truc du style « Oui, ça va, c'est bon ». Et il lui dit pas vraiment ce qu'il a ou quoi que ce soit. À nouveau, une fois que le mec s'est barré, Yannick continue sa journée. Sauf que, ce mec, il revient le lendemain. Inutile de vous dire ce qu'il a acheté, les mêmes objets. Peut-être qu'il les mange. Peut-être il les mange. En gros, il a une addiction aux bandages et aux trucs comme ça, tu vois. Du coup, il les graille. Peut-être, hein. La vérité, en fait, je sais pas, les gars. Là, au niveau théorie, j'en ai aucune idée. Vraiment. Sauf que, ce qui change par rapport aux autres jours, c'est que cette fois-ci, il ne passe pas au comptoir pour demander tout ça. Il va lui-même se servir dans la pharmacie parce que c'est des choses qui sont en libre service. Donc en gros, il n'y a pas besoin d'avoir d'ordonnance pour ça. Mais, vous en doutez, comme dans un magasin normal, il est forcément obligé de passer à la caisse. La caisse de Yannick, elle est vide, donc il n'y a pas de client. Donc en gros, le mec pourrait très bien y aller, sauf qu'il préfère attendre derrière une cliente qui, elle, est à une autre caisse. Donc clairement, Yannick, il comprend que peut-être que ce mec a un problème avec lui, parce qu'en gros, il ne veut pas se faire encaisser par Yannick. Là, notre ami commence à trouver ça un petit peu bizarre. Il lui fait signe en lui disant « Monsieur, je suis libre, si vous voulez que je vous encaisse, venez ici vers moi ». Mais lorsqu'il lui dit ça, le mec l'ignore complètement. Là, c'est sûr et certain, ce mec préfère clairement attendre derrière une autre cliente. Et le premier truc que Yannick se dit, c'est que peut-être il n'a pas apprécié qu'il lui pose une question. Donc lorsqu'il lui a demandé « Est-ce que monsieur ça va, vous arrivez à vous soigner ?» C'est un peu la seule explication qu'on a pour le moment. Une fois que le mec a payé et qu'il est sorti de la pharmacie, Yannick en parle vite fait à un de ses collègues, juste en lui disant que soit ce mec c'est un collectionneur fou de pansements et de bandes, soit il s'est installé un cabinet de premier secours chez lui. Son collègue, il rigole et il lui dit qu'il l'a aussi servi une fois et que d'ailleurs,
il l'a trouvé un petit peu chelou, qu'il respirait comme quelqu'un qui vient de courir un marathon, et surtout, qu'il gardait sa main dans sa poche, comme s'il cachait quelque chose. Les jours passent, et le mec revient encore et encore, toujours avec la même liste d'achats, et toujours cette... En fait, t'as vu là, on n'est pas à Mayotte dans l'histoire. Je suis sûr il y a plein d'autres pharmacies. Pourquoi? C'est pour... dans le but d'éviter ce genre de... T'as vu? Ce genre de situation, il peut changer de pharmacie de temps en temps, essayer de brouiller les pistes. Parce que venir tous les jours pour acheter ces trucs-là, à chaque fois, Chacal, tu te dis bien que c'est suspect. Après, peut-être tu réfléchis pas comme nous, hein, je sais pas. Mais Chacal, c'est suspect de malade. façon de regarder Yannick. Il ne sourit jamais, il n'a pas du tout l'air amical. Vraiment, ce mec, il a l'air dépourvu de toute émotion. On parle pas simplement d'un client timide, parce que ça arrive, il y a des gens qui sont un petit peu réservés, mais ce gars, il a constamment l'air d'être à deux doigts de péter un câble et de buter Yannick. Plus le temps passe, plus les employés de la pharmacie, dont Yannick, trouvent qu'il y a quelque chose qui colle pas. Notre ami, il a beau essayer de ne pas se faire des films à chaque fois que ce mec entre dans la pharmacie, bah ça change pas qu'il sent qu'il peut vriller à tout moment, sortir un flingue et le buter. Un soir, alors qu'ils vont pour fermer la pharmacie, le gars revient encore une fois, il redemande les mêmes produits et Yannick, qui se pose des questions, il lui demande simplement « Comment ça se fait que vous êtes encore blessé ?» Il lui demande avec un ton très léger, il n'y a absolument rien d'agressif, il essaye simplement d'avoir un côté humain pour peut-être briser la glace, sauf que là, pour la première fois, l'homme relève complètement la tête, il le fixe et il lui dit d'une voix sèche « Ça ne te regarde pas et tu ferais mieux de faire ton travail. » Yannick, il en faut beaucoup normalement pour l'impressionner, mais là il se sent vraiment pétrifié par ce qu'il vient de dire, parce que le ton qu'il a utilisé, c'est très violent, très agressif, et il n'y a aucun monde où ça devait arriver. L'homme paye ses achats, et il s'en va d'un coup, limite en courant. Un des collègues de Yannick lui dit « Mais laisse tomber, c'est juste un malade. » Mais même ça n'enlève pas le malaise qu'il a instauré dans la pharmacie. Yannick, il a un feeling au fond de lui, il sent que, je sais pas, ce mec il vient pas acheter des choses pour guérir une blessure. Il y a probablement quelque chose d'autre derrière, et maintenant l'idée, c'est de savoir quoi. En tout cas, la chose dont il est sûr et certain. Comment tu fais? Parce qu'en fait là, c'est pas lui qui est parti vers le mec chelou, c'est le mec chelou qui vient vers eux. Comment tu vas réussir à découvrir le délire qui est là? C'est ce que je vais dire. Comment tu fais? Non, franchement, elle est compliquée cette histoire, hein. Elle est vraiment complexe. Et que s'il y a bel et bien autre chose derrière, c'est que c'est quelque chose de très sombre et que peut-être c'est assez grave. C'est précisément à partir de ce moment-là que Yannick commence vraiment à cogiter jour et nuit. Il essaye de trouver une explication logique au comportement de ce gars, mais malheureusement, rien ne tient la route. Il n'y a absolument rien qui peut expliquer pourquoi ce mec est très chelou. Parce qu'on peut se dire, qui se blesse chaque jour au point d'acheter tout ce matériel? À la limite, tu faisais du vélo, tu te pètes la gueule, tu t'éclates le genou, tu viens acheter une fois une bande, tu viens acheter quelques pansements, du désinfectant, mais tu viens pas les racheter tous les jours pendant 3 semaines. Et surtout, qui revient chaque fois à la pharmacie avec un air complètement nerveux, simplement pour acheter des choses qui ne sont pas sous ordonnance? Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a énormément de questions mais pas une seule réponse. La seule qu'il a, c'est qu'il sait pourquoi cette personne vient souvent dans cette pharmacie. C'est très simple en réalité, c'est la seule du coin. Et en plus de ça, les produits ils sont moins chers que dans toutes les autres pharmacies. Yannick essaye plusieurs fois de se dire qu'il s'en fout, qu'il en a rien à secouer de cette histoire, que c'est pas son problème. Mais c'est un peu plus fort que lui. Il a vu ce client trop de fois et c'est beaucoup trop étrange pour que ce soit simplement une blessure, qu'il ait eu du mal à cicatriser, à guérir. Et du coup, même si Yannick, il n'a pas envie d'être celui qui se mêle de trucs dangereux, il sent que s'il ne cherche pas la raison, ça va le hanter toute sa vie. Ce réflexe, il nous explique qu'il vient du fait que être pharmacien, c'est avant tout vouloir aider les autres. De la même façon qu'un médecin, il fait ça généralement pour pouvoir aider les autres, pour les soigner, pour améliorer leur vie. Bah là, Yannick, c'est exactement ça. Donc il se dit, Yannick, si ce mec est blessé, bah j'ai envie de l'aider. Mais si derrière, il vient acheter ça pour autre chose, pour soigner quelqu'un qui est potentiellement blessé chez lui, bah j'ai aussi envie de lui apporter mon aide. Ce que je viens de vous dire là, en réalité, Yannick, il le sent un petit peu plus mal. C'est que pour lui, il a une forte intuition que quelqu'un est en danger. La fois suivante, quand le mec revient à la pharmacie, Yannick est bien décidé à lui demander ce qu'il se passe pour qu'il se confie à lui. Alors, il scanne les articles. Quand il vient, parce qu'il vient tous les jours, tu sais qu'il va venir. Quand il vient, tu fermes la porte. Tu fermes la porte et tu lui demandes, bon frérot, je vais être honnête avec toi. Ce que tu fais là, c'est bizarre. Tu vois? Et à partir de là, tu commences à le cuisiner. Tu le cuisines parce qu'il a l'air très faible mentalement. À un moment, il va péter un câble et il va te donner peut-être une raison d'appeler les keufs. Tu vois? Peut-être qu'il va faire un truc illégal. Je sais pas, il va te taper, il va te truc. Et là, tu auras une raison d'appeler les keufs. Et là, tu pourras soit le menacer, soit appeler les keufs directement pour qu'il creuse un petit peu plus dans la vie de ce monsieur. Tu captes?
Ça aurait été ma stratégie. Il prend l'argent et il lui pose la question « Monsieur, est-ce que quelqu'un est blessé chez vous par hasard ?» Ça fait quand même beaucoup là, tout ce que vous prenez comme compresse, ça a l'air d'être très grave. Mais à nouveau, l'homme ne répond pas. Il lui dit simplement sur un ton très sec « Donnez-moi mes affaires, je viens de payer pour. » Et c'est là que Yannick lui répète « Monsieur, je veux que vous me répondiez, ce n'est pas pour vous embêter ou ni même vous piéger, c'est pour vous aider. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide ?» C'est l'essence même de notre métier. Là, il y a un blanc de quelques secondes, l'homme se rapproche de Yannick, il le regarde droit dans les yeux, et il lui chuchote « Écoute, espèce de connard, si tu te mêles encore une fois de ce qui te regarde pas, je te fais la même chose. » Il attrape violemment le sachet. Tu me fais quelle même chose? De quelle même chose tu parles? Les gars, je pense que ma première théorie, elle était tellement vraie, les gars. Ma première théorie, elle doit être vraie de malade. En plastique que Yannick a dans les mains et qui contient tous ses achats, et il part sans même récupérer sa monnaie. Notre ami, il est sous le choc par ce qui vient de se passer. Ça sonnait vraiment comme une menace et pas juste en mode « je vais te casser la gueule ». Il ne sait pas si ce mec lui a dit ça simplement pour lui faire peur, mais pour lui, ça lui semblait beaucoup trop vrai et pas réfléchi pour que ce soit de la connerie. Yannick, il en est sûr et certain, quelqu'un qui connaît cet homme est en grave danger. Lui qui pensait au début que c'était son client qui avait des problèmes et qu'il achetait tout ça pour des blessures personnelles, là, il comprend que finalement, ce n'est peut-être pas le client qui est en danger et que c'est peut-être même lui qui fait du mal volontairement à quelqu'un. Quelques jours plus tard, alors qu'il ferme la pharmacie, Yannick voit cet homme ressortir encore une fois avec son sac et là, sans savoir pourquoi et sans même avoir un plan précis, il attrape sa veste, il dit à son collègue qu'il rentre et il sort précipitamment de la pharmacie. Au bout de la rue, il voit le mec, il est en train de marcher assez rapidement et Yannick, il se met à le suivre, pas en mode espion dans un film, pas collé derrière lui non plus, mais il laisse une distance assez raisonnable pour ne pas être grillé. Il n'est même pas vraiment sûr de ce qu'il est en train de faire au fond de lui, mais il sait par contre qu'il doit comprendre une chose, c'est pourquoi ce mec revient dans la même pharmacie acheter les mêmes objets, et ce, chaque jour. Et pourquoi ce mec, il est extrêmement violent. Plus il avance dans la rue, plus il sent que son intuition était la bonne, parce que l'homme ne se comporte pas comme quelqu'un qui rentre tranquillement chez lui. Il se retourne toutes les 2 minutes, il traverse la rue très vite, et c'est comme s'il marchait en étant obsédé par l'idée que quelqu'un le regarde. Du coup, Yannick, régulièrement, il ralentit, il accélère, il s'abrite derrière des voitures, enfin, il fait ce qu'il peut, en gros, pour ne pas être repéré. À un moment, l'homme prend une rue beaucoup plus déserte. C'est un coin où il y a les lampadaires qui éclairent à peine la rue. Et Yannick, il commence à se dire que bon, c'est beau, mais ça commence à devenir peut-être un petit peu dangereux pour lui, qu'il devrait probablement faire demi-tour ou qu'il devrait appeler au moins quelqu'un à la rescousse. Mais avant même qu'il ne puisse réfléchir à tout ça, il voit le gars qui entre dans une maison et il se dit « je peux pas abandonner si près du but ». Alors ce qu'il fait, c'est qu'il se rapproche et il se dit qu'il va simplement aller voir et c'est tout. Il s'approche donc de cette maison et il voit qu'elle est assez vieille. Il fait le tour en regardant et à un moment, il tombe sur une toute petite fenêtre qui se trouve à ses pieds. Il se dit que c'est probablement la fenêtre du sous-sol et par pure curiosité, il se baisse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et là, c'est l'horreur la plus totale. Yannick, à travers cette vitre, il voit une femme qui est inconsciente sur une chaise qui est au milieu d'une pièce dégueulasse et d'un coup, il aperçoit le client de la pharmacie qui vient vers elle. Alors, il se cache, mais il continue de regarder, il ne la lâche pas du regard, cette femme, et il voit ce fou furieux qui sort les bandages et les désinfectants pour, visiblement, soigner des blessures qu'elle a. Yannick, il constate très vite que la femme, elle est quand même bien amochée, elle a des blessures partout sur les bras, les jambes, le visage, et il se dit, forcément, c'est ce mec qui l'a blessée. Notre ami, il ne peut pas regarder la scène plus longtemps, tellement il est horrifié, il se barre très vite, et il appelle les flics. Au téléphone, sa voix tremble, mais il leur explique tout depuis le début, les achats répétés, l'agressivité de ce mec, et surtout, il dit qu'il y a quelqu'un chez lui qui est retenu probablement de force, et que surtout, cette personne a besoin d'aide. Il donne l'adresse approximative. Les gars, ça fait 2 théories de vrai. Je suis très chaud ce matin aujourd'hui. Très très chaud, 2 théories de vrai. Parce qu'il ne sait pas exactement où il se situe. Le policier, au téléphone, il prend la chose extrêmement au sérieux et lui dit de ne surtout pas essayer d'intervenir et que des agents se dirigent déjà dans la zone, donc il n'a juste qu'à attendre. Yannick raccroche et il se barre de là parce qu'il a trop peur en fait que le gars sorte de chez lui, qu'il sorte un flingue et qu'il le bute. Il rentre donc chez lui en vitesse et au bout d'une petite vingtaine de minutes, son téléphone se met à sonner. C'est un numéro inconnu donc il hésite un peu avant de décrocher. Au final, il répond et c'est un policier qui lui demande de venir confirmer visuellement la maison sans trop s'approcher, simplement pour leur dire « Les mecs, c'est bel et bien cette maison, vous pouvez intervenir. » Parce que, je vous le rappelle, Yannick il a donné une localisation assez approximative. Cet endroit, il se situe à 5 minutes à peine de chez lui en voiture, donc il n'hésite pas, il monte dans sa caisse et il sait qu'il doit y aller, pas pour lui, mais pour cette dame qui est retenue de force. Donc, il appuie sur l'accélérateur. Arrivé sur place,
il se tient à distance, les policiers viennent vers lui et il hoche la tête en montrant du doigt la maison et celle-ci, elle se trouve au fond de la ruelle. Les policiers lui font un signe pour lui dire merci, ils lui demandent de rester derrière les voitures, hors de vue, du coup il se met à l'abri et un truc qu'il entend, c'est le bruit des talkie-walkie, des pas, des armes qui sont en train d'être chargées et à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Les policiers foncent discrètement vers la porte d'entrée, un agent force l'accès, 2 autres descendent directement par la rampe qui mène vers le sous-sol, un autre policier prend l'escalier vers les étages, et Yannick, lui, il est derrière sa caisse en train de regarder la scène comme s'il était dans un film. À ce moment, il y a 2 minutes qui passent, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'au moment où il entend un énorme cri. Les policiers ressortent presque aussitôt du sous-sol, et là, ils tiennent quelqu'un. Cette personne, c'est une femme, elle est très pâle, très maigre, comme si elle n'avait pas mangé, ni même vu la lumière depuis des semaines. Ouais. Et surtout, elle est couverte de marques partout sur l'ensemble de son corps. Ses jambes tremblent tellement qu'elle marche à peine. Donc chaque policier la soutient d'un côté et il crie à l'autre équipe que la victime est vivante. Et forcément, Yannick, il entend tout, mais en entendant cette phrase, il est soulagé parce que ce n'est plus une simple intuition. C'est vrai, il y avait vraiment quelqu'un qui était en danger dans sa cave. Et ce mec, en fait, il achetait pas du tout pour lui-même. Il achetait pour aller soigner quelqu'un. Notre ami, il ne sait pas du tout regarder tellement il est choqué. Les policiers remontent avec la femme et ils voient une silhouette qui est mise au sol, la tête plaquée contre le béton, les dents qui sont en train de râper le gravier pour voir si ça a bon goût. Cette personne est menottée, immobilisée par 2 agents et vous vous doutez bien de qui il s'agit. C'est ce psychopathe. Alors lui, c'est le vrai fou du bus, il crie, il insulte la mère de tout le monde et il se débat tellement fort qu'à un moment, un policier va faire un geste qu'il n'aurait peut-être pas dû, mais il va tout simplement lui mettre une tarte de forain. En voyant ça, Yannick, il a un petit sourire parce qu'il est content finalement de voir que la vie fait bien les choses. Mais en tout cas, lui, il est soulagé parce que cette femme, dans quelques jours, elle serait probablement morte s'il n'était pas intervenu. Plus tard, au commissariat, Yannick, il apprend toute l'histoire. Visiblement, cette femme était portée disparue depuis plusieurs semaines, au point où sa famille pensait qu'elle avait fugué et qu'elle ne donnerait plus jamais de nouvelles. Donc évidemment, personne n'imaginait qu'elle était enfermée à quelques rues d'ici, dans un vieux sous-sol avec un fou du bus. Ce gars, en fait, il l'avait enlevé, il l'avait attaché dans sa cave et il lui infligeait régulièrement des blessures, pas pour la tuer, mais pour la garder sous son emprise. Et les allers-retours à la pharmacie, c'était forcément pour la maintenir en vie assez longtemps. Les policiers disent à Yannick que très peu de gens réagissent comme lui, parce que ces derniers temps, il voit tellement de monde fermer les yeux sur des atrocités, soit par paresse, soit par égoïsme ou par peur, que finalement ça les surprend de tomber sur quelqu'un qui appelle à l'aide pour une autre personne. Donc les policiers, ils remercient du fond du cœur Yannick, ils le félicitent pour son courage, et vous vous en doutez bien, après cette histoire, Yannick, il sait qu'il ne travaillera probablement plus jamais de la même manière, il sera beaucoup plus attentif, beaucoup plus à l'écoute, il fera beaucoup plus attention parce qu'il sait désormais que parfois le mal, il n'a pas de visage particulier et qu'il peut se cacher derrière des gestes complètement banals comme acheter un pansement dans une pharmacie. Donc mes amis, si demain vous allez dans une... C'était pas un geste banal, hein. Le mec était chelou pour de vrai. Non, parce que Yannick il commence à se prendre pour un... Non, c'est... Je commence à critiquer ce que le frère il a fait. Non, en vrai de vrai, c'est lourd ce qu'il a fait, c'est super bien. Mais n'importe qui aurait pu deviner que... N'importe qui de censé aurait pu deviner que ce mec est grave bizarre. Genre tout le monde... En fait, il y a marqué bizarre sur son front. Tu vois, n'importe qui l'aurait vu. Par contre, c'est pas tout le monde qui en aurait fait quelque chose. Et ça, pour le coup, faut l'applaudir Yannick. Ça, franchement, c'est lourd. C'est très très lourd. Et voilà la team. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Un match comme un aimant. Yeah. Joue pas avec mes sentiments. Hey. Je sais que ce que je ressens. Yeah. On le ressent communément. Yeah. Joue pas avec mes sentiments, baby.